Salut la team, bienvenue pour cette deuxième partie. La première partie, je vous la mets juste en haut à droite. N'hésitez pas à aller la regarder parce que voilà, il y a plein d'éléments qui vont servir à cette deuxième partie. Donc pour bien comprendre, n'hésitez pas à y aller. Mais après, si vous avez la flemme, c'est pas grave parce que vous allez kiffer cette vidéo. Je vous ai mis pas mal d'informations et surtout une grosse théorie. Comme d'habitude, n'oubliez pas de like, de follow, de lâcher votre meilleur commentaire. D'ailleurs les gars, il y a le Discord et le Twitter. Vous avez plein d'autres informations complémentaires. Donc voilà les gars, je vous souhaite une très bonne vidéo. Let's go, on va regarder ensemble un petit peu tout ce qui se passe. On va discuter de pas mal de choses en rapport avec ce chapitre 1125 après avoir effectivement découvert toutes ces images et toutes ces informations. Donc déjà, je suis assez content parce qu'il y a eu quand même pas mal de mes théories validées. Ça, c'est vraiment un truc de fou. Dans les spoils, on voyait pas tout ça. On a eu donc des révélations là dernièrement, donc c'est vraiment parfait. Donc il y avait la théorie du fait que Edison était potentiellement pas totalement mort. Et là, on l'a vu encore blessé. Donc potentiellement qu'il a agi juste avant de se faire réparer, parce qu'on le voit réparer juste après. Donc déjà ça c'est une masterclass, parce que ça je vous avais vraiment dit de surveiller Edison, étant donné qu'il n'a pas été déclaré mort comme tous les autres Vegapunk, on l'a pas vu réellement mort, comme par exemple Shaka a une balle dans la tête, Atlas qui se fait exploser, etc. etc. Donc ça, je suis trop content par rapport à ça. Ensuite, on avait aussi parlé d'un nouveau Vegapunk qui pourrait arriver sur Egghead, et qui lui pourrait aider tous les autres Vegapunk, mais pas du tout, parce qu'en fait on s'était basé sur le fait qu'il y avait des pièces de rechange étant donné qu'Atlas l'avait dit, mais malheureusement ça s'est pas passé comme ça. Par contre, le fait qu'Atlas avait dit qu'il y avait des pièces de rechange, là c'est dans ce chapitre là qui prend tout son sens. En plus la zone où il y a les pièces de rechange, c'est justement le Punk Records, et quand nous on théorisait sur le fait qu'il pouvait y avoir un nouveau Vegapunk, c'était quand Mars allait découvrir le Punk Records, le cerveau de Vegapunk. Donc voilà, c'est légendaire, tout était connecté, l'analyse était bonne, mais la finalité des théories malheureusement on peut pas toujours frapper au bon moment, mais ça va. Franchement, je suis trop content. Je suis vraiment trop content. Autre théorie validée, et je pense que c'est la dernière grosse, après les autres c'est des petites, on parle vraiment du fait que l'océan, plutôt la Terre, est en train de s'enfoncer dans l'océan. Et ça, c'est une très belle image, parce que quand tu ne comprends pas vraiment, tu peux te dire, ouais, c'est logique, l'eau est en train de submerger l'océan, la Terre s'enfonce, on peut le prendre comme ça. Sauf que là, non. Pourquoi ? Parce qu'on avait théorisé sur le fait que, comment tu fais pour t'envoies un rayon, par exemple, de l'arme qui a été utilisée grâce à Mother Flame, t'envoies un rayon comme ça dans la mer, comment le résultat peut-être que la mer augmente? C'est complètement illogique. En vrai, t'envoies un rayon et la mer augmente. Au contraire, le rayon, il va vaporiser l'eau, la vapeur, etc. Ça part dans les nuages. L'eau diminue, tu vois. Le seul moyen, c'est qu'en fait, ce soit toute la Terre qui se compacte sur elle-même et que, justement, la Terre qui a été vaporisée dans le rayon, elle se dissipe ou part dans l'espace, dans l'atmosphère, tout ce que vous voulez. Et ça, c'est une théorie validée dans le sens où là, on a vraiment la phrase qui dit qui a enfoncé le monde de 200 mètres dans l'océan. Donc voilà. Au départ, on pensait vraiment l'océan va prendre le dessus sur la Terre, mais c'est plutôt le contraire. L'océan prend le dessus, mais parce que la Terre est en train de s'enfoncer sur elle-même et en train de se compacter. Et je pense que ça, c'est possible. Donc voilà, en tout cas, pour les théories validées, c'est tout. Maintenant, on va passer à l'analyse. On va essayer de faire très vite. Donc, chapitre hyper bien construit. Pourquoi ? Parce que on a d'une part des révélations par rapport à Egghead. Ensuite, on part voir les conséquences un petit peu sur Marie-Joise. Et une fois qu'on a compris ce qui s'est passé, on retourne sur Egghead pour terminer toutes les interrogations qu'on avait par rapport à tout ça. Donc voilà, on a parlé de Stussy. Voilà, je vous avais dit que Stussy, fallait surveiller parce que voilà, on savait pas ce qu'elle faisait, elle et le Cypher Paul, sachant que elle avait trahi Cypher Paul, elle pouvait plus repartir avec eux, donc forcément il fallait bien qu'elle aille quelque part, et là on a l'impression qu'elle est morte, mais croyez-moi, les morts dans One Piece, c'est pas encore ça. À part pour Saturne, tu vois, les morts, quand ils sont morts, on en est sûr. Saturne, ça m'étonnerait qu'ils reviennent comme ça de nulle part, tu vois. Ça c'est impossible, possible mais très peu probable. Ensuite on a donc les Vegapunk qui sont revenus, donc la révélation par rapport à ça, la révélation par rapport à Garling qui est devenu dieu de la défense et de la science, ou dieu de la défense scientifique, je sais pas c'est quoi le vrai terme. Et après, on a quoi ? On a donc Saturne qui meurt, et Oda lui a consacré quand même 3 pages pour en même temps montrer qu'il vieillissait, pour en même temps montrer qu'il y avait des éclairs noirs, et en même temps montrer le fait que Im-sama puisse interagir avec Saturne à travers le monde, entre guillemets. Pourquoi ? Parce que Egghead et Marie-Joie, c'est quand même pas à côté. Et ça montre aussi la puissance d'Im-sama. Je sais que j'avais parlé de théorie par rapport au Haki des rois, un Haki tellement puissant qui pourrait vraiment agir sur la terre entière. Et là, on commence un petit peu à avoir quelque chose qui ressemble. Et imaginez, je sais pas, que le Haki d'Imu soit tellement puissant qu'il endort toutes les personnes lambda de la Terre. Et bah, ça permettrait, je sais pas, par exemple, au siècle oublié, peut-être qu'il s'est passé ça, et que c'est ce qui a permis un petit peu de Imu-sama pouvoir faire tout ce qu'elle veut sans laisser des traces, tout simplement. Parce que tout le monde était endormi, elle le savait. Donc voilà, potentiel, mais on verra. Ça semble un peu dur à croire, mais quand on voit que juste Garp, qui est pas du tout Prime, qui est
vieux qui détruit une ville avec son haki de l'armement. Potentiellement, il pouvait détruire une île complète quand il était prime. Si on prend quelqu'un de beaucoup plus puissant comme Im-sama, potentiellement, il pouvait détruire, enfin peut-être pas détruire, mais toucher le monde entier avec son haki des rois. Donc voilà, parce que détruire, bon, ça voudrait vraiment dire que là, le niveau est vraiment trop haut, tu vois. Alors que Joy Boy, on a eu un petit aperçu de son haki des rois. Après, il n'a pas été utilisé pour détruire, mais pour envoyer les Gorosei sur la lune, et ils ont réussi. Enfin, il a réussi, mais je sais pas si contre la Terre, ça aurait détruit un bout de la Terre. C'est pas impossible, en vrai, on sait pas. Donc voilà, et après la dernière partie du chapitre, on a donc les révolutionnaires avec Dragon, hein, qui montre un petit peu que il est temps qu'il passe à l'action, hein, étant donné que depuis le début du manga, il fait que des petites actions. C'est-à-dire que là, il prive les Tenryubito de nourriture, et c'est pour moi la plus grosse action qu'il a faite depuis le début du manga. Donc déjà, ça c'est ouf, et on a pas mal de choses par rapport à Tequila Wolf, et d'ailleurs, c'était pas le seul pont, il y avait beaucoup de ponts, et tous ces ponts, leur fonction principale, on l'avait déjà dit, ça a été dit il y a très longtemps, c'est de relier les îles entre elles, donc c'est quelque chose qui a été plutôt bien exécuté, hein, malgré le fait que ça fait du coup 700 ans qu'ils font ça. Donc la mission a été accomplie, même si c'est pas totalement fini. Ça m'étonnerait qu'ils finissent les ponts très bientôt. Mais ils avaient prévu tout ça. Et on a aussi vu les Tenryubito être au courant que l'eau allait recouvrir l'entièreté de la Terre. Et potentiellement qu'une arme est capable de créer Redline, ce qui aurait pu permettre, entre guillemets, cette géographie bizarre déjà de la Terre, mais aussi le fait qu'ils ont décidé de prendre potentiellement toute la Terre pour la rassembler quelque part. Comme ça permettrait de créer vraiment un pays vraiment immense, tu vois, parce que 10 000 mètres, c'est pas n'importe quoi. 10 km, c'est comme si tu t'imagines l'Everest, c'est que 7-8 000 mètres, c'est même pas 10 000 mètres, et en plus de ça, t'imagines l'Everest qui ferait le tour de la Terre comme ça. Déjà juste un Everest, c'est colossal. On sait qu'il y en a pas mal au Népal, que c'est pas le seul, mais le tour de la Terre, les gars, vous vous rendez compte. Et aussi, on a une autre information qui a pas été dite dans les épisodes, mais qui a été dite que dans le manga, c'est le fait que Redline a plusieurs météos, c'est-à-dire quand tu t'approches de Redline, il peut y avoir plusieurs météos. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Redline est composé de plusieurs îles avec des biomes différents. C'est-à-dire que si c'est des îles hivernales, si c'est des îles automnales ou des îles estivales, etc., et ben ils ont été mélangés. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il fait toujours très très moche avec des éclairs, de la pluie et tout, parce que le fait de mélanger ces météos crée autour de Redline une espèce de météo vraiment très très bizarre. Ça explique beaucoup de choses pour vous dire que tout a été construit quand même de manière légendaire. Donc voilà en tout cas pour la partie analyse, hein. S'il y a d'autres trucs à dire, ou de toute façon je pense que je l'avais déjà dit dans les précédentes vidéos, je vous conduis à aller regarder un petit peu les autres vidéos parce que c'est je pense des masterclass. Là cette fois-ci on va passer à la partie théorie, et là on va juste parler de 2-3 trucs. J'ai parlé un petit peu avec mes collègues de ce qu'ils pensaient un petit peu du chapitre maintenant qu'il est sorti, et pour eux ce qui les a plus choqués c'est la dernière page, donc avec Dragon, et aussi les pouvoirs du Gorosei et tout ce que ça implique. Sauf que moi, étant donné que j'ai pas la même vision qu'eux, parce que je suis pas un simple lecteur, hein, moi je grignote toutes les infos, je regarde tout, j'adore One Piece, tu vois, je l'analyse, etc., etc. Et en fait, quand je prends ça en compte, et ben je vois qu'en fait les gens ne voient pas toutes les informations. C'est d'ailleurs pour ça je pense que vous venez sur la chaîne pour avoir les informations complémentaires. Donc eux, ils parlaient du Gorosei, mais ils avaient pas vu aussi le côté âge des Gorosei, donc on voit que les Gorosei n'ont pas le même âge. Ils l'avaient pas cramé tout de suite, c'est moi qui leur ai dit. Donc ça voudrait dire qu'au moment où ils ont reçu leur pouvoir, c'est un moment dans leur vie qui varie selon certaines personnes. Genre Saturne, Venujuro, tout ça sont plutôt des personnes vieilles. Également Garling. Garling, pour moi, c'est le juste au milieu, tu vois. Et Jupiter, lui, par contre, c'est quelqu'un de très jeune, hein. Pour moi, il a 40, 45 ans, quelque chose comme ça. Et les autres, à minima 50, voire 60 ans. Et Garling, 50, soixantaine, tu vois. Donc, et pourtant, Saturne, etc., potentiellement, ils peuvent avoir 70 ans facile, hein, un peu comme Rayleigh. Donc, quand tu vois tout ça, tu te dis pas que certaines personnes ont reçu l'immortalité à certains âges. Enfin, tu le captes pas direct. En tout cas, mes collègues ne l'avaient pas capté. Et là, maintenant, ils l'ont capté parce que je les ai fait réfléchir par rapport à ça. Et aussi, ça explique aussi les blessures. C'est-à-dire que toutes les cicatrices, etc., qu'ils ont eues sont en lien avec leur passé avant de rejoindre le Gorosei. C'est pour ça qu'il y en a qui ont des blessures, etc. C'est parce que voilà, c'est des blessures de guerre. Sûrement que ça devait être des guerriers. Peut-être que c'était des chevaliers divins avant d'intégrer les Gorosei, exactement comme Garling. Et peut-être que c'est la manière pour intégrer les Gorosei. Et qu'au final, on arrive au sommet que en passant par le côté chevalier divin, guerre, combat, etc., etc. Et ça expliquerait pourquoi ils auraient des blessures. C'est des blessures de guerre, hein, potentiellement pas du siècle oublié, mais pas impossible non plus. Ça, c'est quelque chose qui, je pense, que depuis qu'ils sont devenus Gorosei, n'existe plus. C'est-à-dire qu'à partir du moment
moment où t'es immortel, tu ne peux plus avoir de blessures, etc., etc. Je sais qu'une fois, le mot corbeau, hein, je leur jette pas la pierre, mais c'est juste parce que j'ai pensé à eux. On voyait Emmett donner une grosse patate à Valkyrie qui avait perdu sa défense, et eux avaient dit, bah tiens, ils vont réavoir des cicatrices, etc., etc. Et moi, j'étais persuadé que non, parce que voilà, l'immortalité veut que non. Saturne a perdu un bras, 0 cicatrice. Il a perdu une corne, 0 cicatrice. Et dans les chapitres suivants, on avait vu que du coup, bah, ils n'avaient pas perdu de corne, donc forcément, s'ils n'ont pas perdu de corne, pas de cicatrice. Et quand j'ai vu ça, j'ai compris directement que c'était sûr et certain que les blessures ne pouvaient pas être faites pendant l'immortalité. C'est d'ailleurs ça aussi qui m'a fait penser que la théorie que le Gorosei soit des parties du corps de Im-sama, pour moi, c'était totalement invalidé, tu vois. Parce qu'il y a des petits trucs comme ça, des petits détails qui m'ont fait penser tout le contraire. Donc voilà, une fois que ça s'est dit, pour moi, c'est les choses que les gens ne voient pas forcément directement. Pour moi, là, tout ce qui est en train de se passer, et je terminerai sur ça, tout ce qui est en train de se passer là, ce qu'on voit par rapport à Saturne, par rapport à Garling, l'intégration de quelqu'un et la suppression de quelqu'un dans le Gorosei, on a vraiment eu l'entrée et la sortie de quelqu'un dans le Gorosei, et du coup c'est intéressant parce que je pense que c'est un petit peu la manière à Oda de nous montrer comment ça marche entre guillemets. Et moi, il y a une personne auquel j'ai pensé directement, les gars, c'est Barbe Noire, les gars. Oubliez pas l'ascension fulgurante de Barbe Noire, et je vous donnerai l'avis de mes collègues juste après. Pour récapituler, Barbe Noire, c'est un mec, pas d'histoire, il dormait jamais la nuit, donc il a passé son temps à lire, et il a lu énormément, ce qui lui a permis de savoir beaucoup de choses. Même, je dirais, beaucoup de choses sur les fruits du démon, mais pas que. Et du coup, c'est ce qui lui a permis d'avoir beaucoup de culture, mais aussi beaucoup d'intelligence. Et il a décidé de faire quoi? De chasser un fruit, et tant qu'il n'a pas trouvé ce fruit-là, bah, pour lui, ses objectifs peuvent pas être menés à bien. Donc, il a fait partie de pirates lambda, enfin, lambda au début peut-être, hein. Là, c'est une astuce que je fais, tiens. Il a fait partie de l'équipage de Barbe Blanche, et du coup, il a gravi les échelons, etc., etc., sans jamais se mettre en avant dans l'équipage, parce que c'était pas son but. Le jour où il a vu son fruit, il est passé à l'action directement. Il a tué Satch, il a pris le fruit, il l'a graillé, il est devenu l'homme ténèbre. Il s'est octroyé le droit de prendre le Yami Yami no Mi. Ce qui a permis son ascension fulgurante. Il a formé un équipage, il a quitté l'équipage de Barbe Blanche. Il a formé un équipage, il a ensuite mis en place son plan. Première partie de son plan, c'était de trouver quelqu'un avec une tête de plus de 100 millions de berries, histoire de se faire remarquer du gouvernement mondial, mais surtout de la marine en premier lieu. Ce qu'il a fait, il voulait Luffy, il a eu Ace. Ensuite, il est parti, grâce à son titre, à Impel Down, parce que ça faisait partie de son but, et il est parti recruter les meilleurs pirates, enfin les pirates les plus dangereux de la prison, pour justement former un équipage vraiment balèze. Une fois qu'il a formé son équipage, il a décidé d'aller à Marineford pour tuer Barbe Blanche et prendre son pouvoir, le plus fort de tous les paraméciens, étant donné que le fruit de Barbe Noire, là, le fruit des ténèbres, est le plus fort des Logia. Quand tu prends ça en compte, tu vois qu'un petit peu l'ascension est fulgurante, mais elle s'arrête pas là. Une fois avoir tué Barbe Blanche et récupéré son fruit, il est devenu empereur. Il part pour trouver un lieu où il pourrait se poser avec son équipage. Et il choisit la ruche, l'île des pirates. Il se bat contre Wang Zi. Une fois qu'il l'a battu, il est parti sur la ruche, l'île des pirates, pour prendre son territoire. Et maintenant, il est devenu vraiment un vrai empereur avec un territoire, avec des flottes, des bateaux, des ennemis, des alliés, tout ce que vous voulez. Et là, en fait, tout le monde se demande, mais c'est quoi la suite? Peut-être qu'il a atteint son point culminant, hein. C'est déjà vraiment pas mal. Empereur, respecté du monde, c'est vraiment légendaire. Mais non, on a vu que lui, il s'intéressait à quoi? Il voulait transformer la ruche comme étant un pays membre du gouvernement mondial. Ce que je pense était pas possible s'il voulait échanger sa place contre Kobe. Je pense que Kobe n'était pas un poisson assez gros. Cependant, Kobe a été libéré, mais Garp a été capturé, le héros de la marine. Et je pense que c'est ça qui va pencher dans la balance et faire en sorte que le gouvernement accepte Teach et la ruche comme un pays membre du gouvernement. Pourquoi? Parce que Teach, je pense que lui, il en a rien à faire. Lui, son but, c'est pas du tout de faire partie du gouvernement mondial. Son but, c'est de devenir roi du monde. Et je pense que le gouvernement mondial, lui aussi, ils en ont rien à faire de Teach et que leur but, c'est pas de prendre Teach dans le gouvernement mondial, mais c'est peut-être de faire un guet-apens pour essayer de le neutraliser, étant donné que ça devient une menace beaucoup trop grande. Donc maintenant qu'on a dit ça, je pense que Teach, lui, va essayer de gravir les échelons. Une fois qu'il pourra siéger à la rêverie, je pense pas qu'on attendra la rêverie, mais il va demander potentiellement une audience, il va potentiellement demander à, je sais pas, mais peut-être rejoindre les chevaliers divins d'une certaine manière, et peut-être aussi de siéger parmi les Gorosei. Et c'est ce qui permettrait à Imu de lui octroyer l'immortalité, la fameuse immortalité qui serait parfaite pour lui, étant donné que les fruits des ténèbres, le gros point faible, c'est que vu que c'est les ténèbres et que c'est comme un trou noir, il aspire tout, c'est-à-dire tout, genre un trou noir ça aspire tout, même la lumière, l'espace, tout ça aspire tout, et du coup ça pourrait être la même chose pour Barbe Noire, enfin c'est la même chose pour Barbe Noire, et la meilleure chose pour lui, ce serait d'acquérir l'immortalité, et ça ce serait parfait, et potentiellement que c'est pas terminé, et qu'à la fin, Im-sama décide, je sais pas moi, de fusionner avec lui,
ou peut-être Barbe Noire de détruire Im-sama en l'aspirant dans son trou noir, et c'est ce qui lui permettrait de s'asseoir sur le trône vacant. Et du coup, Barbe Noire deviendrait le roi du monde et l'antagoniste final du manga, ce qui serait colossal. Et d'ailleurs, tout le monde sait que Barbe Noire, c'est pas l'homme que Roger attendait. Peut-être que Barbe Noire, c'est l'homme que Im-sama attendait. Ça, c'est pas du tout impossible. Hein. Peut-être le dit que Im-sama attendait. Donc voilà pour ma petite théorie. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Le seul bémol, c'est que mes collègues ont dit quelque chose de pertinent, c'est que si ça devait se passer, ça mettrait 100 ans et que le manga finirait en 2050. Cependant, rappelez-vous d'une chose, c'est que premièrement, Egghead, ça a pas duré longtemps, mais au niveau du scénario et de tout ce qui s'est passé par rapport au message de Vegapunk, l'intervention des Gorosei et tout, il y a eu une accélération réelle dans la narration du manga. Donc potentiellement que l'accélération pourrait être la même pour Barbe Noire. Et que entre chaque arc, il y aurait potentiellement, là par exemple, juste avant Elbaf, je vois bien Barbe Noire demander à intégrer le gouvernement mondial et que le gouvernement mondial pose des questions, tu vois. Et qu'après Elbaf, on ait des informations, ou pendant, hein, parce que maintenant, Oda, pendant les arcs, maintenant on a des informations de ce qui se passe dans le monde. Soit pendant ou après Elbaf, on ait l'information qu'il a été pris en tant que pays membre du gouvernement mondial, mais en même temps que ce serait un pays en période d'essai, si vous voulez. Et du coup, ce qui permettrait à Barbe Noire de demander des audiences, etc., de pouvoir discuter avec les chevaliers divins, etc., potentiellement de devenir un Tenryubito. Et ça, je pense que pour moi, il y a Roadstar après, donc l'arc avec les Red Poneglyphes et l'homme à la brûlure. Juste après ça, et du coup, Barbe Noire, lui, serait déjà là-bas et potentiellement ferait sa transition Barbe Noire, Saint Barbe Noire. Et je pense que à Raftel, quand Luffy découvrira le One Piece, si c'est lui qui le découvre, évidemment, même si ça va être dur de faire en sorte qu'il le découvre pas, et ben Barbe Noire, lui, pourrait être sacré Gorosei ou sacré roi du monde. En tout cas, moi je pense que le côté Im-sama tout ça, ou même Gorosei, ou même Barbe Noire chez les Gorosei, devrait intervenir à la guerre finale. C'est-à-dire c'est les dernières infos qu'on aurait de Barbe Noire. Vraiment, à la toute fin, on apprend que Barbe Noire est parmi les Gorosei, qu'il a joint ses pouvoirs avec ceux de Im, etc., etc. Ce qui pourrait être une suite logique, étant donné que là, les informations qu'on a eues sur la ruche, Barbe Noire se dirige vers la politique du gouvernement mondial et ça le dérange pas d'intégrer le gouvernement mondial. Donc est-ce que c'est à des fins peut-être plus cachées, peut-être, ou est-ce que c'est à des fins de pouvoir pour devenir roi du monde? J'en suis quasiment convaincu. Donc voilà les gars, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé cette petite théorie, parce qu'elle était vraiment recherchée étant donné qu'on a des informations de plus en plus qui vont dans ce sens-là. J'espère avoir des informations très prochainement sur Barbe Noire pour confirmer cette théorie ou non, mais peut-être que j'en ferai une vidéo complète, histoire de raconter un petit peu toute l'histoire de Barbe Noire. Donc voilà les gars, n'oubliez pas de follow, liker, d'aller rejoindre le Discord, de partager le Twitter, etc., parce que voilà, ça nous aide énormément. Sinon pour la team YouTube, le petit like, le petit follow, le petit commentaire, pour l'algorithme et le référencement, ça nous aide de mal. Merci encore, n'oubliez pas, vive le jeu vidéo, vive One Piece, et on se capte très bientôt. Allez, ciao.